Je vais parler en français. Donc, c'est pour cette dernière table ronde de la journée, donc la Mesa 6. Geopolítica migratoria, os mapas do poder. La géopolitique migratoire et ses cartes de pouvoir. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir trois spécialistes de ces questions pour cette table ronde. Donc, tout d'abord, nous allons accueillir Goriou Panayotis, professeur au département de sociologie de l'Université de Léger, en Grèce. Il est spécialiste de droit international et de droit européen, notamment, et directeur du Master international Management of Refugee and Migratory Flows in Europe. La deuxième personne que nous accueillons est Evangelia Laccio, qui est docteur en droit public. Elle est chargée de cours en droit public européen à l'Université de Léger et à l'Hellenic Open University, aussi en Grèce. Et elle est conseillère juridique du gouvernement grec, notamment sur les questions migratoires. Et la dernière personne que nous allons accueillir est Marcelina Zuber, qui est professeure de sociologie à l'Université de Wrocław, en Pologne, et qui est spécialiste de sociologie de la culture, de la connaissance et des sciences. Donc voilà pour nos trois participants de cette dernière table ronde de la journée. Donc j'invite les trois participants, collègues et amis, puisque deux d'entre eux sont enseignants dans le Master Mitra. J'invite donc chacun à bien respecter les 15 minutes de parole afin que nous terminions à l'heure. Et aussi pour m'éviter à avoir à passer les petits papiers qui mettent la pression à tout le monde, notamment à celui qui les fait passer. Donc je cède tout de suite la parole à Goriou pour sa présentation. Merci. Alors, merci Nicolas, chers amis, chers collègues, et grand merci tout d'abord aux organisateurs de cette rencontre ici à Rio. Vraiment, je suis très heureux d'être ici et de participer à cet échange à deux vues sur une série de questions intéressantes et très, très fondamentales dans cette période. Alors, tout d'abord, je m'aimerais vous expliquer que mon intervention portera sur la question du pacte européen sur l'immigration et l'asile. Et alors, j'essaie de vous présenter un dernier décryptage de ces systèmes juridiques européens et quelques jours avant sa mise en vigueur. Alors, j'avoue que hier, Andrea, mon collègue et ami, a fait déjà une référence à ces systèmes. Et alors, je garde quelques réflexions d'Andrea, mais aussi aujourd'hui, dans le cadre du panel précédent, mon collègue et professeur Cédric Oliver a fait aussi quelques références à ces questions. Alors, tout d'abord, une réflexion. C'est vrai que ce pacte européen sur l'immigration et l'asile, alors ce nouveau pacte européen, c'est vraiment un pas décisif pour l'Union européenne. Mais moi, je pose une question, s'il s'agit d'un pas finalement
s'il s'agit d'un pas vers le vide. Parce qu'il y a des choses encore à voir, des choses à discuter, des choses à expliquer. Alors, ici, si on veut vraiment discuter en Europe sur la migration, sur les questions en général liées à la migration, tout d'abord, il faut expliquer que l'Europe n'est pas un État. N'est pas un État. Alors, l'Europe, c'est une organisation, l'Europe unie, l'Union européenne est une organisation internationale sui generis, et ça signifie que l'Europe n'a pas d'éléments caractéristiques comme un État. Donc, il n'y a pas de territoire en Europe, pour l'Union européenne. Il y a des espaces, il y a plusieurs espaces. Parmi ces espaces, alors on voit aussi l'espace Schengen. Et alors, l'espace Schengen, c'est l'espace de libre circulation des personnes, des services, des biens, de capitaux. Alors, lorsque on discute à propos de l'espace Schengen, on parle d'une mobilité. On parle d'une mobilité, d'une sécurité à l'intérieur de cet espace qui concerne bien sûr les citoyens européens, mais aussi toutes ces personnes qui se trouvent en Europe d'une manière légale. Alors, une autre chose, c'est que la libre circulation pour l'Union européenne signifie le principe fondamental de l'intégration européenne. C'est-à-dire, l'intégration européenne concerne la création de cet ensemble commun européen qui signifie un marché, et alors dans ces marchés, la base fondamentale c'est l'intégration européenne. Alors, une chose en plus, c'est que au sein de cet espace Schengen, il n'y a pas de contrôle aux frontières intérieures. C'est-à-dire les ressortissants des États de l'espace Schengen peuvent traverser la frontière qui sépare plusieurs États de l'espace Schengen sans être soumis à un contrôle. Alors, une troisième chose, c'est que les États de l'espace Schengen partagent une frontière extérieure commune, c'est-à-dire, ça signifie la sécurité européenne vers l'extérieur ou de l'extérieur. Donc, nous avons une première idée, c'est quoi la sécurité, c'est quoi la gestion de la sécurité en Europe et comment, si vous voulez, comment l'Europe gère le flux migratoire vers l'Union européenne. Alors, j'ai gardé une réflexion d'Andrea de hier qui nous a présenté les deux phases de l'Union européenne face à la migration, à la gestion de la migration, c'est-à-dire face à la politique migratoire de l'Union européenne. La première phase, selon Andrea, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, et la première phase était une phase
statocentrique. Alors, ça signifie que les États se trouvaient dans les centres de la production de cette politique de la migration en Europe. On pourrait dire que les États étaient les responsables exclusifs pour la production d'une telle politique et bien sûr d'une telle législation. Alors, après cette phase, c'est-à-dire après les années, après 2009, c'est-à-dire après la dernière révision du traité de Maastricht, c'est-à-dire après l'adoption du traité actuel de Lisbonne, et nous avons une nouvelle phase où on voit les États partager cette politique de la migration avec le système européen, le système communautaire. Ça signifie que maintenant, nous avons un système classique de l'Union européenne qui produit la législation, c'est-à-dire Commission, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen, de participer à la production de cette législation. Ici, je m'aimerais poser deux questions qui pourraient justifier ma première réflexion s'il s'agit d'un pas décisif vers l'avenir, mais peut-être c'est un pas vers l'éthique. Alors, les deux questions sont, tout d'abord, on sait très bien, on comprend très bien que la migration, c'est une question liée à la protection des droits de l'homme. Il s'agit d'une question liée au droit international, humanitaire, etc. Mais, pour moi, l'Union européenne présente des problèmes sérieux au niveau de la protection des droits de l'homme. Tout d'abord, nous avons un exemple très caractéristique que l'Union européenne, selon l'article 6, paragraphe 2 du traité constitutif, l'Union européenne doit adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Et alors, nous avons, de l'autre côté, nous avons l'avis de la Cour européenne de Luxembourg qui a refusé ça. C'est-à-dire, la Cour a dit, la Cour de Luxembourg, la Cour de l'Union européenne a dit qu'ils ne sont pas prêts encore à adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Première chose. Deuxième chose. Au niveau de l'Union européenne, on parle d'une entité juridique avec une personnalité juridique internationale, etc., qui est invitée à... Oh, on a déjà... Alors, qui est invitée à gérer les questions des questions migratoires qui, en principe, sont gérées, traitées par la Convention de Genève, la Convention internationale de Genève de 1951. Et la question, est-ce que l'Union européenne fait partie de cette convention? La réponse est non. Alors, dans une minute, actuellement, en Europe, à l'Union européenne, nous avons une Europe publique. C'est-à-dire, nous avons le système actuel, jusqu'au mois prochain d'avril, on espère, nous avons le système de Dublin. Le système de Dublin signifie 3 étapes.
Une première étape en 1990, c'est un acte international, c'est un accord. Et après ça, nous avons deux autres phases, 2003, 2013, des règlements, c'est-à-dire des actes juridiques produits par l'Union européenne. Alors, à notre avis, le système de Dublin est responsable pour la crise migratoire que l'Union européenne a vécue à partir depuis 2015. Alors, la crise en 2015, à notre avis toujours, elle est symptôme d'une incapacité choquante des États européens à penser une politique d'asile juste, digne et solidaire. Alors, c'est une logique comptable de gestion de flux migratoires qui s'est prioritairement imposée par le renforcement des frontières, mais aussi par le renforcement du système de Dublin. Alors, c'est une nécessité de modifier les règles du système de Dublin. Moi, j'ai fait référence à l'œuvre de l'UNESCO où on commence à en débarrasser. Alors, on voit que l'objectif du système de Dublin est de déterminer un seul État membre de l'Union européenne responsable du traitement de demande d'asile. Ça signifie quoi? Ça signifie le problème qu'on a connu, soit en Grèce, soit en Italie, en Espagne, etc. Et surtout, l'impuissance des pays européens d'avoir une coopération, une collaboration entre eux à ces systèmes d'accueil de demandeurs d'asile. Alors, je viens maintenant à la phase actuelle, c'est-à-dire au pacte européen sur la migration et l'asile. Et alors, je pose la question s'il s'agit d'un nouveau mécanisme de solidarité enfin pour l'Union européenne. Alors, je pense que cette nouvelle procédure commune qui doit engager l'ensemble des États membres en 3 étapes. Et les 3 étapes sont la procédure d'abord à la frontière extérieure de l'Union européenne, frontière de sécurité, frontière du système Schengen. Deuxième étape, rationalisation de la procédure d'asile. Et troisième point, la capacité adéquate de l'Union européenne. Alors, le nouveau pacte, alors, est constitué par 5 actes législatifs, c'est-à-dire 5 règlements. Ces 5 actes cherchent à exprimer tout d'abord l'uniformisation des règles pour identifier les ressortissants des pays tiers à leur arrivée, c'est-à-dire un premier filtrage de migrants. Le deuxième acte concerne la base commune de données, le règlement, c'est-à-dire Eurodac, qui devient plus fiable et complet. Troisième acte législatif sera la nouvelle approche pour l'asile et les retours et la frontière. Quatrième acte, c'est le nouveau mécanisme de solidarité obligatoire et de souplesse entre les partenaires européens. Ça signifie prévention des abus et des mouvements secondaires. Et le 5e acte législatif
doit concerner la gestion des situations de crise, y compris les cas d'instrumentalisation des migrants. Alors, comme conclusion maintenant, j'ai une minute, hein? Très bien. Alors, comme conclusion, une réflexion, une série de réflexions sur la nouvelle époque, la nouvelle période qui commence en avril 2024 pour la gestion de la situation migratoire en Europe. Alors, cette nouvelle époque, cette nouvelle période signifie que parmi les États membres de l'Union européenne, il n'y a pas on ne peut pas trouver de points communs, de stratégies communes, des stratégies qui pourraient être partagées par les différents pays européens. Tout d'abord, l'Europe est divisée. L'Europe est divisée en, je pourrais dire, en 4 parties. Le premier parti, ce sont les pays du groupe Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, etc. Ce sont les pays, cette partie de l'Europe exprime toujours leur réticence, leurs soucis. La partie suivante, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui reste toujours une hégémonie en Europe, et alors on trouve que l'Allemagne cherche à présenter une propre politique migratoire sur l'Europe. Alors, troisième partie, ce sont les pays du sud européen. La Grèce, par exemple, l'Italie, l'Espagne, Malte, Chypre, etc. Alors, le sud européen vraiment est déçu de cette incapacité de l'Europe unie de gérer ou de proposer de solutions précises et efficaces sur la gestion migratoire, des questions migratoires. Donc, le sud européen est surtout déçu du fait que la solidarité européenne reste toujours en marche. Et quatrième partie, c'est la France. La France qui aime bien chercher des partenaires allemands, mais il cherche des partenaires allemands sur les rythmes d'une valse hésitante. Alors, comment on pourrait interpréter ces couples, je pourrais dire ces couples étranges entre le couple franco-allemand? Alors, il y aura un grand intérêt pour une interprétation, après bien sûr la mise en vigueur du nouveau pacte européen, il y aura un intérêt de voir comment l'Allemagne et la France réagiront ensemble, s'ils réagissent ensemble sur cette politique. Et alors, peut-être cette politique de la migration, après la mise en vigueur du pacte européen sur l'asile et la migration, cette nouvelle législation européenne pourrait signifier la fin de la coopération franco-allemande au niveau de la recherche d'une hégémonie en Europe. Merci beaucoup. Merci à toi. Sans plus tarder, je donne la parole à Evangelia qui va donc faire sa présentation en anglais, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on prépare la salle. Voilà, la parole est à toi, donc pour une quinzaine de minutes.
So my topic has to do with specific migrant issues and the relations between public sector and the EU law. I come from a country where the immigration issue is a key national policy issue. It has a big impact on the economy and society of a small and relative country, such as Greece, with nevertheless rights to remain within the framework of the local policy and legislation. Possibly not always successful. After all, this country has historical tradition in the field of immigration, since a large number of Greeks have become immigrants throughout the world, and it has for many years been a country where a large number of immigrants from many countries in Asia and Africa has been arrived. The issue of immigration is so essential that it affects almost all areas of public sector and often requires special treatment of the governments due to the specific nature of the matter. The cases may concern either original policies of the member states or areas of administrative action for which the specific characteristics of migration must be taken into account, or they may concern the migrants themselves in the context of safeguarding their rights in the EU from the time of their arrival, and further in the context of social or labor integration. In this context, the member states apply national policies in implementation of the European policy and attempt to operate within the framework of the legal order as established in particular by international legal instruments and EU law. From the point of view of a member state, therefore, in the field of government's action, I have identified two areas of interest: the public management of Greece needs and protection of fundamental human rights. The first of these concerns the protection of migrants' personal data. The three is the issues I would like to emphasize. The large IT system which EU use about migrants to collect their personal data. The second is adequate decisions issued by EU before transferring this migrant personal data to third countries all over the world. And the third has to do with the legal obligation of data controller of the ministries of the member states, where we have to do with the lawfulness of processing and protecting migrants' rights as data subject. The second area, if I have time, has to do with social procurement. So, under international human rights law, states must guarantee, ensure, and protect the human rights of all those within their jurisdiction, regardless of nationality. States are therefore required to protect the rights of migrants within their jurisdiction. The issue that I would like to focus on at this topic is not the security issues as legal basis for processing migrants' personal data, but furthermore relevant matters in this regard. However, on the basis of security reasons, a large amount of migrants' personal data is collected, stored, transferred, etc. In this context, it's crucial to note that the most of this data constitutes sensitive personal data concerning their health, their marital status, their racial and ethnic origin, their religious beliefs, or a natural person's sex life, sexual orientation, or genetic or biometric data. All these elements are protected by Article 8 of the European Convention on Human Rights, referring to the right to respect for private and family life, the Article 8 of the EU Fundamental Rights Charter, and the European Regulation 679 of 2016, which constitute the legal framework for the protection of personal data in the EU. In order to highlight the importance of the diffusion of data, I would like briefly refer to the information systems that are in operation with regard to migrants. Under EU law, visa, border, asylum, and immigration authorities of the EU member states increasingly rely on technology when taking decisions affecting the person. For third country nationals, applicants for international protection, migrants in an irregular situation, visa applicants, or everyday travelers, it's difficult to understand how the IT systems function and how they influence decision making. EU has set up a lot of large-scale IT systems which provide support to mandates in migration, asylum, and borders, enhance judicial cooperation, and contribute to strengthening
international security within the Union. They are used in a number of migration or related processes, in the asylum process, in visa processing during border checks, when issuing residence permits, when apprehending migrants in an irregular situation, in the return procedures, and for issuing entry bans, as well as for exchanging information with third country nationals' criminal convictions. There is a European asylum dactyloscopy, Eurodac, visa information system, Schengen information system, European border surveillance system, entry-exit system, European travel authorization information system, European criminal records information system to third country nationals. In this context, it's important to mention that the transfer of data from EU member states to third countries must meet certain conditions, and the legal decisions are issued for these countries where such transfer is possible. The European Commission has the power to determine whether a third country offers an adequate level of data protection. A transfer of personal data to a third country or an international organization may take place where the Commission has decided that the third country or international organization in question ensures an adequate level of protection. When assessing the adequacy of the level of protection, the Commission shall, in particular, take into account, for example, the rule of law, respect for human rights, fundamental freedoms, relevant legislation, including concerning public security, defense, national security, and criminal law, and the access of public authorities to personal data. The European Commission has so far recognized Andorra, Argentina, Canada, Faroe Islands, Greece, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Republic of Korea, Switzerland, United Kingdom, United States only for commercial organization participates in the EU or US data privacy framework, and Uruguay. But now let's see how are the personal data of migrants whose vulnerability is a key factor in the final decision to grant asylum protected by public sector. The collection of personal data of migrants, both legal and illegal, asylum seekers and refugees, both by the subjects themselves and by third parties, bodies involved in any way with the migration issue, such as Ministry of the Interior, Ministry of Migration, insurance companies, hospitals, public educations, institutions, etc. The correlation of personal information and the operation of the relevant database for the purpose of a complete picture of the migration potential encounter through the elimination of this personal information operates and develops its consequences within the framework of the rule of law and the principle of legality. Also, two are the important points for the data controller, meaning the competent ministry. Lawfulness of processing and respect of the core principles of processing migrants' personal data like lawfulness, fairness, and transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality, and accountability. Important remarks about implementation migrant policy by member states. The first point has to do with the lawfulness of processing of data controllers. This time in Greece, a very important investigation concerned the processing of migrants' data held at the North Aegean Migrant Reception Center. The Greek authority received a request from EU Libre Committee to provide information on border surveillance technologies, while a request for an investigation and an opinion supply and installation of Kendabu's IT system in the reception and accommodation facilities for asylum seekers was submitted by an NGO. Kendabus is a project co-funded by the European funds for an integrated digital system for the management of electronic and physical security around and within the perimeter of the receptions and accommodation facilities for third countries nationals on the islands of Lesbos, Chios, Samos, Leros, and Kos in Greece, using cameras and artificial intelligence behavioral analytics algorithms to be managed by the Minister of Immigration and Asylum, including inter alia the use of drones, which will process at least image personal data and which may constitute processing of sensitive personal data of migrants by using new technologies. This investigation focused in particular on the lawfulness of the procedure
and the impact assessment for the project, which are in question despite the fact that the project is EU co-funded. The second point, by implementation of migration policy by government, has to do with reduced remedies for personal data violations. And that seems to be the consequence of lack of substantial information on the rights of migrants with regard to the protection of their personal data. Concerning effective information of migrants, the following are mentioned as subject of rights. Third country nationals applying for international protection, as well as persons apprehended for illegal crossing the country, and whose data are registered in the IT platforms, have the right to inform in an easy, understandable way and in clear and simple language about the identity of the controller, the purpose, the recipients, and the obligation to take fingerprints, as well as the other data registered in the platforms. They also have the right to access to data relating to them, as well as the right to request for a rectification of inaccurate data or delete of data that have been unlawfully presented, and the right to be informed of the procedure for exercising these rights. However, effective information seems to be problematic, and for this reason, there are no particular complaints of personal data violations from migrants themselves. This can be explained since these people are in an emergency situation to address their vital problems, and they are not able to perceive information about their rights about protecting personal data. Moreover, it's observed that at first time of arrival, they receive too much information on a lot of issues, which, even if the information is provided in the mother language, makes it almost impossible for them to focus on issues such as the protection of the personal data. However, there is no excuse for the governments, which must operate legally to respect general principles and protect the rights of all people in this territory. Considering the issues above, it seems appropriate that member states facing migration flows should include in the national migration strategy specific measures for the implementation of the protection of migrants' personal data. In the case of projects concerning immigration policy issues, the mandatory compliance with the rules of personal data should be checked as a condition of funding, while a data protection impact assessment should be mandatory. At the same time, the data controller, the competent ministries, should focus on information regularly updated on the personal data rights. In addition to the field of the personal data protection, the other very important field has to do with the public procurement. What is public procurement? Public procurement refers to the purchase by governments of goods, services, and works to private actors. Governments all over the world spend a huge amount for public procurement. The private sector has a lot of interest to pay on contractors. The public sector can use procurement to boost jobs, growth, and investment, and to create an economy that is more innovative, resource, and energy efficient, as well as socially inclusive. The new EU directive on public procurement created a flexible legal framework for socially responsive public procurement, SRPP, facilitating its use to pursue various social objectives such as job creations and inclusion opportunities for different groups of people, fair treatment for workers regardless of gender, race, ethnicity, religion, or disability, promoting human rights through diligence in global supply chains, facilitating the access to social cooperatives to European procurement opportunities. What's the correlation between migration policy and public procurement? The first point has to do with exclusion of companies in public procedures which have convicted for trafficking and child labor. Migrants are a vulnerable group to violations of both human trafficking and child labor, and widespread violations of fundamental labor rights when they try to integrate in the labor market. Migrant workers in public procurement supply chains may face risk of debt and forced labor. These risks are pronounced in migration corridors for labor-intensive and low-wage industries. This protection is particularly important for the integration into society of member states, which are obligated, according to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to respect human rights. According
to the last annual report for 2022 of Greek referral mechanism for the protection of human trafficking victims, the most cases of human trafficking were detected and identified as adult victims in refugee accommodation centers. 60 cases, of which 49 were women and 11 were men, as well as in reception and education centers, 114 cases, of which 107 were women and 7 were men. While minor victims, children, were identified in reception and identification centers, 34 cases, including 8 boys and 26 girls, centered for unaccompanied minors, 9 cases, of which 7 was boys and 2 was girls, and non-governmental organization, 3 cases of boys. How can social procurement protect them? Public procurement law, according to EU policy against international crime, programs of many legal form, as well as the partners of them, subcontractors, for participating in public procurement procedures of EU member states, if they have convicted of the offences of human trafficking and child labour, as well as their non-compliance with labour law obligation. The second file concerns the promotion of contractors to enhance the social characteristics, strengthen their social corporation governance in order to integrate vulnerable groups such as migrants in the working life. Employment, occupation, contribute to integration in society, and are key elements in guaranteeing equal opportunity for all. In this context, secondary workshops can play a significant role. The same is true for other social partnerships, whose main aim is to support the social and professional integration of disadvantaged persons, such as unemployment, members of disadvantaged minorities, members of vulnerable groups, such as migrants. According to EU directive, member states may reserve their right in public procurement procedure exclusively to certain works and economic operators whose main aim is to integrate disadvantaged persons like migrants. According to Greek procurement law, contracting authorities may reserve on an exclusive basis the right to participate in public procurement procedure only for protected production workshops, social cooperatives of limited responsibility, and social cooperative enterprises integration. In Greece, a good practice in this category is Diapos in Greece, one of the first social enterprises in Greece. Social cooperative aims to create jobs employment for the rehabilitation persons with mental illness, but also for the rehabilitation of people for the vulnerable social groups, such as immigrants and refugees, asylum seekers, people in situation of poverty. This cooperative is active in the field of public procurement in Greece, in particular the field of cleaning services, grass clearing of land, production of olive oil, the honey production. The activities are provided both to public and private sector and employs people from vulnerable groups such as immigrants. Looking briefly at these two fields in which public sector operates, let us skip two basic remarks as conclusions. Immigration affects public policies in many ways. States manage large refugees flows, try to address a lot of vital problems, while it's crucial to protect the fundamental rights of migrants. Respect for human rights is a key element of a legal state and further as a state of social justice. At this particular point, it seems to be a need for EU to examine whether it really needs to take into account in its policies the issue of increased migration flows for some states. Immigration policy has a definite impact on the public sphere, and its implementation requires taking into account into serious consideration. More guidelines for enhancing social procurement in Europe and more control for protecting migrants' personal data are issues which the EU must take upon. Thank you very much. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Marcelina Zuber pour sa présentation, qui sera donc la dernière présentation de cette table ronde avant de donner la parole à la salle. Merci.
Moi, je rentre la dernière. Oui, maintenant, ça va. Je suis la dernière, alors que voilà. C'est la situation pas facile. Moi, je vais essayer de parler en français, mais le lecture sera en anglais, car je travaille en anglais. Mais voilà, ce sont d'abord des statistiques, alors j'espère que ça va être facile à comprendre. Voilà. Ici, vous voyez la carte ou les cartes de la Pologne, mais avant de parler sur la situation qu'on voit sur les cartes, ou sur la carte, je voudrais dire que, voilà, d'abord que la Pologne était très présente dans l'intégration de professeur Réa. Je suis très heureuse. Et moi, aujourd'hui, je voudrais parler sur l'approche ou les approches des Polonais et des immigrés, des réfugiés en Pologne. Alors, ce n'est pas la perspective systémique, mais c'est la perspective des acteurs. Voilà. Et l'autre chose, la Pologne, si on parle de la migration et de la diversité culturelle, c'est vraiment des cas très intéressants et très importants. Car il y a des éléments d'histoire et des éléments qui sont vraiment très importants maintenant. Alors, au plus siècle, comme vous le savez peut-être, la Pologne, la diversité culturelle était très très présente en Pologne et c'était une des forces de la royaume. L'autre fait, c'est ici à Brésil, je crois que c'est très connu. Et pendant des siècles, la Pologne envoyait ses citoyens partout, au Brésil aussi, et c'était à cause des raisons politiques, historiques et économiques. Voilà. Et maintenant, après la guerre mondiale, et vous avez oui, merci. Comme vous voyez dans cette carte, la Pologne d'avant la guerre mondiale était très différente de la Pologne contemporaine. Et le fait de ces changements géopolitiques que la situation s'est changée. Avant la guerre, les minorités nationales étaient environ 35%, plus qu'un tiers de la société. Après la guerre, maintenant c'est environ 3%, 3,5%. Car les gens qui représentaient des minorités nationales étaient dans la plupart dans les régions qui ne sont pas maintenant. À peu près Wrocław, à propos de Wrocław, là où j'habite, et c'est l'université de Wrocław, se situe dans la partie qui n'appartenait pas. Voilà. Et suivant, s'il vous plaît. Vous voyez le résultat, c'est en anglais, mais je crois que c'est très facile à comprendre. Les résultats du recensement d'avant la guerre. Et vous voyez que vraiment la présence des minorités nationales était vraiment très, très importante. Et le suivant, et maintenant, vous voyez, ce n'est pas le recensement le plus récent, mais la tendance est à peu près la même. Vous voyez que vraiment c'est une partie très petite. Voilà. S'il vous plaît. Et maintenant, je vais parler sur la présence des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens. Le professeur P a déjà donné ces données, je vais vous montrer une fois. Et c'est vraiment impressionnant. Je n'ai pas le temps pour entrer en détail, mais en septembre 2022, on a fait la recherche parmi les réfugiés et le nombre était vraiment très grand. Vous voyez, c'était presque 3600 réfugiés. Il y a des tendances à croire que si vous êtes intéressé, bien sûr, je suis prête à vous donner des détails. Peut-être encore le suivant. Vous
voyez les informations aussi sur les gens qui participaient ce qui est important, c'est aussi très connu, que la plupart des réfugiés étaient les femmes, étaient aussi les femmes avec des enfants, et aussi avec des gens âgés, et avec des animaux domestiques. Il y avait beaucoup des animaux domestiques. Alors, ces femmes ne pouvaient pas, et dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas facilement travailler, car elles s'occupent des enfants et aussi des personnes âgées qui travaillent avec eux. Vous voyez les tendances ici, le suivant peut-être. Ici, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui participaient dans cette recherche, n'est-ce pas? Alors, la plupart, c'était des femmes, et parmi les gens qui ont participé, il y avait vraiment beaucoup de gens avec le diplôme universitaire, avec l'éducation universitaire. Et aussi, nous voyons qu'il y avait des gens environ entre 25 et plus de 60 ans. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, c'était à l'époque de début de l'immigration, c'était au début de la guerre. Alors, bien sûr, ils ont choisi, ils choisissaient la Pologne à cause de parce qu'ils cherchaient la sécurité. Mais hier, j'ai trouvé les données vraiment très très récentes. Et maintenant, si parmi les réfugiés, 24% veulent rester en Pologne, et parmi les gens qui sont venus en Pologne, les Ukrainiens avant la guerre, le pourcentage c'est 48%. Alors la différence est visible entre les gens qui étaient réfugiés et ceux qui venaient en Pologne avant. Aussi, pour rester plus d'un an, la tendance est similaire. D'abord, ce sont des réfugiés qui veulent rester en Pologne. Mais aussi, il y avait la question, et si la guerre s'est finie, ce sont d'abord des réfugiés qui veulent rester, 51%, et 35% des gens des Ukrainiens qui sont venus en Pologne avant la guerre. Voilà. Vraiment, je n'ai pas le temps pour présenter tous les détails, alors peut-être le suivant. Suivant. Voilà. Ça, je crois que c'est évident. Alors, suivant. Voilà. Ici, ce sont les résultats de la recherche faite sur échantillons représentatifs en Pologne. Et assez récent, je n'ai pas trouvé le plus récent. Et je crois que voilà, ce que vous voyez, c'est assez clair. Il faut retenir que la guerre en Ukraine, c'est commencé il y a 10 ans. Voilà, et c'est pourquoi nous avons, ici c'est seulement le 2022 et 2023, mais vous verrez aussi les données sur la période plus longue. Voilà, alors bien sûr, c'est une partie verte, c'est, voilà, je suis très d'accord, la partie verte ici, mais vert clair, c'est oui, mais vous voyez que la proportion des gens qui ne sont pas d'accord augmente et la proportion des gens qui sont vraiment très très d'accord diminue.
Voilà, et ce sont des données assez récentes. Suivant, s'il vous plaît. Ah, je ne sais pas si je dois traiter. Mais aussi, ce sont des données récentes. Est-ce que vous êtes d'accord que les Ukrainiens créent des centres de la culture et alors des populations similaires, l'Église orthodoxe, des écoles ukrainiennes et du parti des villes ukrainiennes. Et vous voyez les tendances ici. Alors, voilà, je vous laisse pour faire des conclusions. Suivant, s'il vous plaît. Suivant. Oui. Ici, vous voyez, ce sont des données. Ce sont des données d'année 2022. Et ici, vous voyez la date 2015. Alors, vous voyez la tendance. Et aussi, bien sûr, à et mars 2022. Et c'est la deuxième phase de la guerre. Alors, je vous laisse avec ça. Je crois que c'est clair. C'est assez clair. Ici, c'est pas récent, c'est 2022. Et ici, est-ce que l'État polonais doit aider les Ukrainiens à survivre pendant la guerre? Après, c'est trouver le travail, rester en Pologne. Et est-ce que la Pologne doit aider, les aider pendant la période de la guerre? Voilà, alors le président dans le cas. Et aussi, car vous le savez peut-être que les réfugiés en Pologne ont le droit de profiter du système de sécurité sociale. Ils peuvent envoyer les enfants aux écoles en polonais et ils reçoivent tous les privilèges que les familles polonaises ont. Alors, ici, c'est autour de quelques problèmes peut-être signalisés par les gens. Alors, la question est est-ce que vous avez des problèmes dans le secteur santé, travail, vers le travail, trouver le logement et trouver l'emploi dans l'école ou dans la crèche. Et rouge, c'est oui, moi personnellement, mais rosé, c'est je connais la personne. Voilà. Comme vous voyez, ce n'est pas très présent. Et ici, la question est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est réfugié d'Ukraine? Comme les sociologues savent, la connaissance est très liée avec l'approche de l'attitude des gens. Voilà. La partie rouge, c'est non, je ne connais pas. Et le vert, oui, beaucoup, oui, et là, ici, nous avons, est-ce que quelqu'un est-ce que vous avez offert l'aide aux Ukrainiens? Suivant. Et ici, c'est comment les gens ont aidé. Est-ce que je dois traduire? Voilà, alors je vous laisse avec ça. Comme vous voyez, l'aide était vraiment très, très populaire. Peut-être suivant. Suivant peut-être. Oui, ce sont les ressources. Et moi, je voudrais finir par finaliser les enjeux ou les problèmes financiers. Comme le professeur André a dit,
les Ukrainiens en Pologne ne sont pas obligés de participer dans les programmes d'intégration. D'abord, comme polonaise, et aussi comme polonaise et sociologue, je vois qu'il y avait et qu'il y a le programme d'intégration. Peut-être, nous espérons que la situation va se changer avec le nouvel gouvernement que nous avons, car ils ont invité les spécialistes en migration pour gérer les problèmes. Et voilà, c'est très nouveau et il faut le dire. Maintenant, d'abord, les Ukrainiens ne sont pas obligés. Après, ces programmes n'existent presque pas, n'existent pas. Voilà. Ce qu'on peut avoir comme problème dans le futur, c'est que les enfants qui ont le droit d'entrer dans notre système scolaire, une partie importante des enfants ne sont pas dans notre système, car ils profitent de l'éducation ukrainienne à distance. Mais comment elles le font, personne ne sait. Il est vraiment très difficile de suivre. Voilà. Et parmi les enfants ukrainiens qui ont intégré le système scolaire polonais, il y a beaucoup qui ont disparu maintenant. Et en plus, là, le problème est qu'ils ne s'adaptent, comme on a dit pendant qu'il y a la similitude culturelle entre elle et l'Europe, la révolution. Oui, c'est vrai, mais toujours il y a la différence à ça. Ça veut dire que les langues sont similaires, mais pour parler des choses simples, pour vraiment utiliser la langue, ce n'est pas si facile. Et aussi les valeurs et le système de socialisation, aussi à cause du fait que l'Ukraine était sur le régime soviétique beaucoup plus longtemps que l'homme, il y a vraiment des différences entre la culture. Alors, il y a des perspectives à se voir, ça veut dire démocratique, par exemple, le marché du travail, mais aussi, comme j'ai dit, ça peut être dangereux et merci. C'est quoi vous avez notre adresse. Merci beaucoup Marcelina, merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations qui, je trouve, se complétaient très bien, puisqu'on avait d'autres présentations qui insistaient plus particulièrement sur une perspective institutionnelle de gestion, entre guillemets, des flux migratoires en Europe, et puis une dernière présentation qui insistait plus sur une dimension, je dirais, sociologique, c'est-à-dire en s'intéressant à la population polonaise et à son rapport avec cette arrivée tout à fait inédite de personnes réfugiées en provenance d'Ukraine. Donc j'invite la salle à poser des questions aux trois intervenants si vous souhaitez. Andrea Rea au fond. Oui, si vous voulez poser des questions, peut-être vous pouvez vous rapprocher, comme ça vous aurez accès au micro. Merci beaucoup. D'abord, une question peut-être pour Anouk. Je voudrais juste aussi comprendre le jeu. Par rapport à l'Union européenne, est-ce que l'Union, comme institution supranationale, peut décider d'un quota de nombre de personnes qui auraient le statut de réfugiés, comme le fait par exemple le Canada dans sa programmation du nombre de personnes? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent ça qui est un peu en ligne de fond, et est-ce que c'est bien ça ou pas? Ou est-ce que c'est en contradiction fondamentale avec, je dirais, le dispositif juridique à la fois de l'Union européenne, mais aussi de ce que la J'avais aussi une question pour Marcelina. Bon, tu n'as pas évoqué, mais est-ce que la différence religion catholique, religion orthodoxe, est quelque chose qui, dans un premier temps, était on est tous des chrétiens et on s'aime bien? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui devient une frontière
qui expliquerait aussi, parce qu'on le voit bien sur ton graphe qui est vraiment intéressant, sur l'enquête que vous avez faite, on voit qu'il y a une diminution importante de l'adhésion forte, comme les historiens l'ont montré quand les Belges sont arrivés en France, aux Pays-Bas, en 1941, où c'était dans la couverture il y a 7 minutes. Et est-ce que c'est la religion qui doit revenir aussi dans une vie où cette dimension-là est importante? Et l'autre chose que je vais voir avec toi, c'est comment expliquer malgré tout la différence d'engouement. Alors, je ne sais pas si c'est la Pologne, le gouvernement polonais ou la population, entre on ne veut pas accueillir les populations non européennes, surtout s'ils sont musulmans, versus une ouverture extraordinaire à l'occasion de l'arrivée des Ukrainiens. Il n'y a pas de questions claires. En traitant maintenant. Ah, voilà. Moi, j'avais une question pour la Grèce d'une part et la Pologne de l'autre. Alors, sur la Grèce, vous n'avez pas du tout parlé des relations avec la Turquie. C'est un aspect important parce qu'il y a eu un accord qui est signé entre la l'Union européenne et la Turquie en 2016, et avec des débats sur ces gens qui refusent la protection temporaire turque de l'arrivée en Europe avec les difficiles droits d'asile qui sont arrivés, notamment dans les îles de Égée et surtout dans la Grèce. Tout le monde a en tête encore les îles Samos, etc. Et la deuxième question, c'est que sur la Pologne, est-ce que la dimension démographique intervient dans le débat d'opinion sur l'accueil des Ukrainiens? Parce que l'Ukraine est un pays de la Pologne, là, et d'autre part, il y a un déclin démographique en Pologne important, comme dans tous les pays d'Europe centrale et orientale. Est-ce que cette thématique apparaît dans le débat, soit dans l'opinion publique, soit de la part des experts ou des politiques, dans la question de l'accueil des Ukrainiens? I have a set of questions for you. Thank you so much for your presentation. And I understand that your perspective is more institutional than really bottom up. But I was still wondering how all of the things that you presented regarding the forms of surveillance and the agreements and the information that's been collected and then distributed among partners, how has it changed immigration politics in general? What I'm wondering is whether it changed forms of mobilizations around immigration in different national settings, whether the question of collecting such data is more or less politicized according to the country, and whether or not it affects debates at the institutional level, or whether it's just like a sort of huge machine that keeps, progressing without really hearing or steering a strong form of protest or mobilization. Are you looking at that at all, or is it something that affects the ways in which countries are taking decisions on these matters? Ok, merci. Tout d'abord, à propos de la question d'Andrea, alors actuellement il y a un numéro, c'est-à-dire 30 000. 30 000 de personnes pourraient être accueillies, traitées dans le cadre d'une Union européenne, mais c'est une Union européenne qui fonctionne selon les critères et les données de Dublin, du système de Dublin. Ça signifie qu'il y a des États qui participent à ce système d'accueil, mais il y a d'autres États qui cherchent
occasions de refuser la coopération. Et on espère que au moment de l'application du nouveau système, du système du pacte européen, c'est-à-dire après le mois d'avril prochain, on pense qu'il y aura de changements, de modifications à ce niveau-là. Peut-être même on verra des changements au niveau du nombre de personnes qui pourraient être accueillies dans l'Union européenne. C'est-à-dire les États, tous les États membres auront l'obligation, l'engagement de participer au système d'accueil. Ça signifie que s'il y a des États membres qui disent non, moi je ne peux pas accueillir un certain nombre de personnes, c'est que ces États doivent payer. Ça signifie que les États qui actuellement refusent, qui ont une attitude négative, je pense que dans l'avenir, ils n'auront pas la possibilité de vivre. Donc, ils seront obligés d'accueillir. La deuxième question, madame. Une question très intéressante. Alors, moi, je pense que vraiment l'attitude de la Turquie est très négative, pas à l'égard de la Grèce, mais à l'égard de l'ensemble européen. C'est-à-dire, depuis 1999, après le sommet d'Helsinki, la situation a changé. C'est-à-dire, jusqu'à cette date, on a eu un argument facile que, bon, il y a le conflit gréco-turc, bon, ce sont les Grecs qui refusent ces rapprochements avec les Grecs. Les choses ont changé, heureusement. C'est-à-dire, la Grèce partage l'attitude européenne. Ça signifie que la Grèce accepte l'argumentation, les positions prises par l'ensemble des pays européens. Et bien sûr, la Turquie a actuellement, c'est-à-dire après la crise migratoire de 2015, a adopté une attitude, une position qui n'a pas vraiment, qui n'est pas vraiment très précise, très concrète. C'est-à-dire, comme le président Erdogan dit très souvent, et moi, Erdogan dit ça, moi je vais ouvrir le robinet au moment où je veux. Et c'est vrai. Alors, puisque moi, notre université est à l'île de Lesbos, on voit le robinet. Si le robinet est fermé ou si le robinet est ouvert. Et si vous voulez mon avis, mon interprétation, moi je trouve très négative l'attitude européenne, c'est-à-dire vis-à-vis la position, les positions turques, c'est-à-dire pour moi la déclaration de 2016 était très très négative. C'est-à-dire c'était une réaction européenne qui n'était pas mûre. Et c'est-à-dire au niveau institutionnel, moi je trouve que
l'Europe ou les pays européens, parce que l'Union européenne n'a pas réagi. En 2016. C'était les États européens, les gouvernements européens. Alors, parce que c'était le Conseil européen qui a réagi. Donc, je trouve que il faut voir, en tant qu'Europe, en tant que système européen, il faut voir cet avenir institutionnel de nos relations avec la Turquie. Et je vois qu'il faut pas laisser des États comme la Grèce ou des États comme l'Espagne dans le cas de personnes, de demandeurs d'asile qui proviennent du Maroc. Il ne faut pas laisser aux États frontaliers de chercher des solutions au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut réagir comme ensemble européen. Et sur ce point, je trouve que la solution à la frontière, c'est une bonne perspective. C'est mon avis. Mais il faut voir comment l'Europe, du point de vue institutionnel, pourrait réagir positivement. Pour moi, il y a toujours un point d'interrogation là. Merci pour votre question. Sur la religion, je crois que ce n'est pas le problème très important. Et ça se voit par exemple que les Ukrainiens qui sont venus en Pologne, les réfugiés, ont commencé à fêter Noël. Ils vont fêter le Pâques avec nous, ça veut dire avec des catholiques. Et c'est bien sûr le proteste contre l'Église orthodoxe russe, mais ils refusent très souvent de fêter le Noël et le Pâques avec l'Église orthodoxe. En plus, les différences pour les Polonais, pour la plupart des Polonais, ne sont pas très grandes. Alors je crois que la religion n'est pas vraiment le cas. Comme les Ukrainiens et les Polonais. Merci pour la deuxième question, car la réponse, je crois, va confirmer votre conclusion que dans l'approche des sociétés aux migrants, c'est d'abord la politique et les activités des politiciens qui est vraiment visible. Par exemple, les Polonais, avec la crise migratoire de 2014-15, étaient favorables. Et ça se voit dans le rapport comme je vous ai présenté. Les Polonais n'avaient rien pour eux, c'était vraiment OK d'accueillir des immigrés. Et même, il y avait des initiatives des paroisses catholiques si le nécessaire, on peut recevoir des familles musulmanes. Mais ça a été stoppé par la partie qui est entrée en pouvoir. Et le discours anti-migrant à cette époque-là, avec le message qu'avec les immigrés, des réfugiés, nous aurons des maladies et des parasites. Voilà. Alors, c'est ça que ça marchait. Et après, il y avait 8 ans de gouvernance de ces gouvernements. Et ces discours étaient de plus en plus forts. Alors, c'est ça, je crois, qui explique cette différence. Et aussi pour ce double standard, vous le savez, l'approche des gouvernements, des forces qui représentaient le gouvernement vers les réfugiés qui venaient par la frontière avec la Russie était dramatiquement différente que l'approche envers les Ukrainiens. Voilà.
Et c'est très intéressant car les gouvernements ont établi le mur. Maintenant, nous avons le nouveau gouvernement qui disent que les pushbacks ne sont pas pratiqués maintenant, mais le mur reste. Voilà. Alors, je suis d'accord que dans ce discours et dans ces activités, ce sont d'abord des politiciens qui profitent des problèmes pour être plus populaires. Pour la démocratie, ce n'est pas très présent dans l'opinion publique. Mais le problème ou la possibilité qu'avec des immigrés, des réfugiés qui sont jeunes et peuvent nous aider en marché du travail, ça c'est très présent. Alors pour l'opinion publique, on ne parle pas. Mais parmi les gens qui sont responsables, oui, bien sûr. Merci pour la question. For the question. I think we have to be skeptical about the processing personal data, the use of all these large-scale platforms. We cannot exclude political reasons for this things, this connection with personal data, but it's difficult, I think, to prove it. Yes. The recent investigation in Greece is very important, and now we wait for to be published. That has to do with political reasons, I think, we see it. But I think the most important is that protecting personal data has to be preventive consequences. So it's a fundamental right, because we try to avoid the use of this data, personal data in the future for any reasons. So, of course, we cannot. We can be skeptical about this transfer with with a lot of large-scale IT platforms, and it has to do with sensitive personal data. So not only political reasons, but also other policies can be based on this. This is a danger, I think. But of course, they have always the security reasons. That was the problem. We must be skeptical about this and to follow the core principles, minimizing the data and a short time to be stored. So, not very, very skeptical how and where to be transferred. It's very important to be a significant reason to be transferred. And when the countries have the data, that have the system, the regulated system, and the system to protect the data. I think that this is a problem we need in the future. Not a lot of people realize the dangers of this data. Migrants has a lot of data. The majority of them are sensitive. So religious, sexual orientation, family. In Greece, in Ireland, with cameras, always they see the same families' movements. We don't know how much time this stuff of cameras is stored. So we are very skeptics, and I'm afraid that's a problem in the future for migration. For these reasons, I think EU, okay, has a
as a legal basis for regulation, but it's not only regulation. You can see it in the practice. And the practice is not good. It's very bad. Yes, I think I'd like to add something. And in the framework of this new European Pact, we wait a modification of the regulation of the Eurodac regulation, and I think that we will have a new reality about about the treatment of the management of the personal data in Europe, not only in member states, in Europe, European Union generally. Merci beaucoup pour ces réponses, pour ces éclairages sur les différentes questions qui ont été posées. Je crois, Mélanie ne contredira pas, je crois qu'on va rendre la salle. Donc on est déjà un peu en retard. Donc je propose d'applaudir nos trois intervenants et intervenantes qui ont conclu cette journée. Puis voilà, je vous donne au nom de l'organisation rendez-vous demain. Voilà, demain matin, 8h30 pour la dernière journée de ce colloque. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.